Bonjour mes chers étudiants, bienvenue au cours de méthode économétrique qui sera présenté par moi-même, Abdelbar Rafiqi, professeur de l'enseignement supérieur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès. Alors, ce cours de méthode économétrique est destiné aux étudiants de S6, option sciences économiques et gestion pour l'année 2021. Avant de passer au cours, je vous donne d'abord un plan pour ce semestre. Alors, le cours de méthode économétrique est composé de 3 grands chapitres qu'on verra le long de ce semestre à travers des enregistrements vidéo dans des séquences de 25 minutes. Le premier chapitre de ce cours sera consacré au concept de base de l'économétrie et on verra un certain nombre de concepts et de jargons propres à la discipline économétrie. Le deuxième chapitre est intitulé « Méthode de régression linéaire simple ». Et il s'agit d'un premier modèle économétrique élémentaire pour la discipline, entre guillemets, économétrie. Troisième chapitre, puisque le modèle linéaire est fondé sur ce qu'on appelle des hypothèses classiques, on verra si ces hypothèses classiques ne sont pas satisfaites, ne sont pas vérifiées, quelle est leur conséquence. Et le chapitre 3 sera formulé par la violation des hypothèses du modèle linéaire simple. Donc, notre cours est composé de 3 grands chapitres fondamentaux. Et l'économétrie, c'est une discipline qui est nouvelle pour vous. C'est une discipline d'extrême importance, en particulier au niveau de la recherche scientifique en sciences économiques et gestion, et bien pour d'autres disciplines telles que la psychologie et la médecine. Donc, le premier chapitre de ce cours est intitulé « Concept de base de l'économétrie ». Et on verra au niveau de ce chapitre 3 grands points. Le premier point sera consacré à la définition de l'économétrie, donc pour définir cette discipline. Le deuxième point sera consacré à ce qu'on appelle la modélisation économétrique, et c'est un concept qui est nouveau pour vous. Et on verra qu'est-ce que c'est que la modélisation économétrique, qu'est-ce que c'est qu'un modèle économétrique. Le troisième point sera consacré à la nature des données pour l'analyse économétrique. C'est pour pouvoir appliquer un modèle économétrique, quel type de données dont on aura besoin. Et enfin, on termine par la démarche économétrique, c'est-à-dire pour pouvoir appliquer un modèle économétrique, quelle démarche faut-il adopter. Voici le plan du premier chapitre, mais avant de l'aborder, avant de passer à son contenu, l'étudiant de S6 doit maîtriser parfaitement quelques concepts au niveau de la statistique qu'on a vu en S1, S2 et S3. C'est ce qu'on appelle les prérequis. Les prérequis, ce sont les concepts, les définitions, les notions, les informations dont doit disposer un étudiant avant de passer à l'économétrie. Pour ce faire, vous devrez maîtriser quelques notions qu'on a vues en S1, en S2 et S3. En S1, nous avons vu la statistique descriptive et à ce niveau, vous devrez maîtriser parfaitement quelques notions. Il s'agit de, par exemple, la nature des variables. Donc, chaque étudiant doit avoir des connaissances parfaites sur la nature des variables statistiques. Il doit aussi comprendre parfaitement le sens de la moyenne arithmétique et de l'écart type, et aussi la signification de la forme distribution. Voici donc les prérequis au niveau de la statistique descriptive que tout le monde doit maîtriser parfaitement avant de passer à l'économétrie. Donc, si ces prérequis ne sont pas comprises, vous ne pouvez pas comprendre l'économétrie. Donc, elle est fondée sur ceci. De même,
un certain nombre d'informations au niveau de la théorie de l'échantillon, de l'estimation, sont nécessaires pour pouvoir appliquer l'économétrie ou étudier l'économétrie. Il s'agit en particulier de la définition d'un échantillon aléatoire et comment prélever un échantillon aléatoire à partir d'une population statistique, le principe de l'estimation, l'inférence statistique et enfin les tests d'hypothèses statistiques. Alors, ces prérequis aussi sont nécessaires et sont fondamentaux pour pouvoir appliquer ou étudier l'économétrie. Et enfin, certains prérequis sont nécessaires. Ces prérequis, vous l'avez vu, au niveau de la matière ou l'élément de module, la probabilité. Il s'agit des lois statistiques continues. La loi normale, la loi de Student, la loi de Q2, la loi de Fisher. Et aussi l'usage des tables statistiques. Donc, voici les prérequis que nécessite l'économétrie. Alors, j'attire votre attention dès la première séance que pour comprendre l'économétrie, vous devrez absolument maîtriser ce jargon, a priori. Alors, je vous rappelle maintenant de ces prérequis de façon brève. Je prends de ce qu'on aura besoin au niveau de la statistique descriptive. Donc, chaque étudiant doit maîtriser la nature des variables statistiques. Nous avons dit en S1 qu'il existe deux types de variables. Il y a les variables qualitatives et les variables quantitatives. Cette classification reste valable aussi en économétrie. Donc, l'économètre aussi distingue le cas des variables qualitatives et des variables quantitatives. Et il existe en économétrie des modèles propres aux variables qualitatives et des modèles propres aux variables quantitatives. Donc, chaque étudiant doit maintenant maîtriser et comprendre la nature des variables. Deuxième élément dans ces prérequis, c'est la signification de la moyenne arithmétique et de l'écart-type. On ne va retenir que ces deux statistiques, moyenne arithmétique et écart-type. Alors, ces deux statistiques s'interprètent ensemble. Donc, interpréter la moyenne arithmétique seule ou interpréter l'écart-type seul n'est pas suffisant pour comprendre la distribution statistique. On devrait les interpréter ensemble. Je vous donne ici un exemple illustratif. Il s'agit de la distribution statistique du chiffre d'affaires des PME marocaines. Voilà un exemple simple, classique. C'est la répartition du chiffre d'affaires des PME marocaines. Après une enquête, on a trouvé que cette distribution du chiffre d'affaires a un minimum de 500 000 et un maximum de 700 000. Donc, toutes les valeurs ou les chiffres d'affaires de différentes PME se situent entre 500 000 et 700 000. Et lorsqu'on calcule la moyenne arithmétique, absolument cette moyenne arithmétique appartient à cet intervalle. Donc, on ne peut pas trouver une moyenne arithmétique en deçà de 500 000 ou au-delà de 500 000. Donc, la moyenne arithmétique se situe dans cet intervalle. En particulier, il se trouve au centre de la distribution. C'est à peu près au milieu de la distribution. Donc, on fait le calcul de la moyenne arithmétique et on fait le calcul de l'écart-type. Et on trouve par exemple, pour les PME marocaines, le chiffre d'affaires moyen, c'est 255 000 dirhams, que ce soit mensuel ou annuel, peu importe, et l'écart-type de 10. Donc la moyenne arithmétique et l'écart-type s'expriment dans la même unité de mesure que la variable initiale, puisque le chiffre d'affaires est en dirhams, donc la moyenne arithmétique est en dirhams et l'écart-type en dirhams. Voilà ce qu'on a trouvé dans cet échantillon ou population comme calcul de ces deux statistiques.
Comment pouvons-nous maintenant interpréter ces deux chiffres? Donc on dit tout simplement que le chiffre d'affaires des PME marocaines fluctue autour de 255 000 dirhams, avec une dispersion qui est faible, puisque 10 est proche de 0. L'écart type est toujours supérieur ou égal à 0, puisque 10 est relativement proche de 0, donc la dispersion est faible. Et on dit que le chiffre d'affaires des PME fluctue autour de 255 000 avec une faible dispersion. Sur le graphique, vous voyez que la moyenne arithmétique se trouve au milieu. Donc il existe des PME qui ont un chiffre d'affaires en deçà de cette moyenne, et il existe des PME, d'autres PME, dont le chiffre d'affaires est au-delà de cette moyenne. En conséquence, la moyenne se trouvera au milieu. Donc, puisqu'il est au milieu, le chiffre d'affaires des entreprises fluctue autour d'elle. Et lorsqu'elle fluctue autour d'elle, on devrait définir ou apprécier la fluctuation. Et pour l'apprécier, on calcule l'écart type. On trouve l'écart type 10, donc l'écart type est faible. Et le chiffre d'affaires des PME fluctue autour de cette moyenne avec une faible dispersion. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette information? On peut déduire qu'il n'y a pas de différence significative entre les PME vis-à-vis du chiffre d'affaires réalisé. Donc, les chiffres d'affaires réalisés, le chiffre d'affaires réalisé par chaque entreprise est comparable au chiffre d'affaires réalisé par d'autres entreprises. Donc, il n'y a pas de grande différence. Voilà ce qu'on peut comprendre de la moyenne et de l'écart type. Avec une remarque, si l'écart type est nul, si la dispersion est nulle, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écart. Et s'il n'y a pas d'écart, toutes les entreprises réalisent un chiffre d'affaires identique. Donc, toutes les observations sont les mêmes. Et au fur et à mesure que l'écart type s'éloigne de 0, la dispersion commence à apparaître. Les différences significatives commencent à apparaître. Et lorsque l'écart type est très très élevé, ça veut dire qu'il y a une grande différence au niveau des unités vis-à-vis de la variable étudiée. Voici la signification de la moyenne et de l'écart type. En économétrie, on utilise toujours ces deux statistiques. Donc, vous devrez comprendre aussi bien le sens, l'interprétation et le calcul. Comment calculons la moyenne, ça veut dire estimer la moyenne, et aussi calculer l'écart type, que ce soit au niveau de l'échantillon ou au niveau de la population. Voilà donc pour les prérequis en statistique descriptive, vous aurez besoin de ces deux notions. De même, une troisième notion en statistique descriptive qui est fondamentale et nécessaire en économétrie, c'est la forme de distribution d'une variable. Pour comprendre la forme de distribution, on va prendre un exemple simple, c'est l'exemple de la répartition des salaires dans un échantillon ou population. Le tableau devant vous résume la situation. On a agrégé le salaire en classes et on a calculé la fréquence pour chaque classe. Et on a trouvé les fréquences à droite du tableau, dans la dernière colonne. 0,25, 0,3, 0,20, 0,15 et 0,10. Par la suite, pour étudier la forme de distribution, on va représenter la variable salaire par un histogramme. Le cas d'une agrégation en classe avec amplitude égale ou inégale n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de tracer l'histogramme. Voici l'histogramme. Il est constitué par des rectangles continus, puisque le caractère est continu. Sur l'axe des ordonnées, nous avons les fréquences relatives
et on peut même configurer les effectifs. Et sur l'axe des abscisses, nous avons les modalités. Ce sont les valeurs de la variable salaire. Et on trace l'histogramme. Par la suite, je vais repérer les points milieu des sommets des rectangles. Voici les points milieu des sommets des rectangles. Et je rejoins les points milieu des sommets des rectangles. Et j'obtiens cette courbe. Une courbe qui croît au début, elle atteint un maximum, elle décroît. Première déduction de l'histogramme, c'est que la moyenne se trouve au milieu de la distribution. Donc, elle se trouve au milieu du rectangle le plus long. Il y a des queues à gauche et à droite. Les queues à gauche se caractérisent par une faible concentration, puisque la fréquence est de 10%, et à droite, de même, la queue est caractérisée par une concentration faible, et ça se voit sur l'écran que la fréquence relative est de 15%. Où se trouve la concentration forte? Elle se trouve au milieu, c'est-à-dire de part et d'autre la moyenne arithmétique. Donc, la concentration forte se trouve au milieu. Et au niveau des extrémités, la concentration est faible. Ce qui donne l'allure de cette courbe. Je vais maintenant extraire cette courbe de l'histogramme et je la trace sur un papier à part. Et j'obtiens cette allure. Regardez la courbe ajustée à l'histogramme et regardez la courbe que j'ai arrachée ou retirée de l'histogramme. C'est la même. Donc, elle croît au début, elle atteint un maximum, elle décroît. Voici ce qu'on appelle la forme de distribution. Donc, on retient à partir de cet exemple, quelle que soit la variable économique, elle a toujours une forme de distribution. Elle a toujours une forme, je ne dis pas la même que celle-ci, mais une forme qui se ressemble à celle-ci. Voici les différents cas possibles. La courbe que j'ai ici est celle qui se trouve au milieu. Donc, elle est parfaitement symétrique. Elle est symétrique par rapport à quoi? Elle est symétrique par rapport à sa moyenne arithmétique qui est au centre. La courbe de gauche n'est pas symétrique. Elle est étalée vers la droite. La courbe de droite n'est pas symétrique. Elle est étalée vers la gauche. Donc, lorsque j'ai une variable économique et sa répartition dans l'échantillon ou la population, elle a toujours une forme de distribution, soit une forme qui est symétrique, soit une forme asymétrique. Et lorsqu'elle est asymétrique, soit elle est étalée vers la gauche, soit elle est étalée vers la droite. Donc, il existe trois formes de distribution. Prenons le cas où la distribution est symétrique, ou parfaitement symétrique. Il y a autant d'individus qui se trouvent en deçà de la moyenne arithmétique, et autant d'individus qui se trouvent au-delà de la distribution de la moyenne arithmétique. Et puisque cette forme est symétrique, et s'il présente ce qu'on appelle la hauteur, l'aplatissement, et s'il présente un aplatissement qui est régulier, on dit que la courbe ressemble à celle de la place grosse, une courbe particulière connue par la courbe normale. Donc une courbe normale, c'est une courbe qui est parfaitement symétrique, identique à celle-ci, et aussi présente un aplatissement régulier. Si l'aplatissement n'est pas régulier, ou la courbe n'est pas symétrique, il n'a pas la forme ou il ne ressemble pas à celle de la place gauche. Prenons ces exemples. La courbe de gauche ou à gauche, elle est asymétrique, elle est étalée vers la droite. Donc, elle est un tout petit peu loin de celle de la place gauche. La courbe à droite, elle est étalée vers la gauche, elle n'est pas symétrique, donc elle est un tout petit peu différente de celle
de la courbe normale. La courbe qui est au milieu est symétrique. Donc, la symétrie est satisfaite. Elle ressemble à celle de Laplace-Gauss. Et pour conclure de la normalité, on devrait aussi envisager l'aplatissement. L'aplatissement, c'est la hauteur de la courbe, et la hauteur, c'est le rectangle le plus long que vous voyez sur l'écran. L'aplatissement régulier avec la symétrie conclut à la normalité de la variable. C'est le cas de la courbe au milieu. C'est le cas de la courbe au milieu. Un aplatissement qui n'est pas régulier, même si la courbe est symétrique, elle ne ressemble pas à celle de Laplace-Gauss. Regardez la courbe à gauche, elle est plus aplatie. La courbe au milieu est plus aplatie et la courbe de droite est plus aplatie. Donc, l'aplatissement n'est pas régulier. Et en conséquence, ces formes de distribution ne ressemblent pas à celles de Laplace-Gauss. Elles sont un tout petit peu loin de Laplace-Gauss. Donc, pour étudier la normalité, on devrait vérifier à la fois la symétrie et aussi l'aplatissement. Si la courbe est symétrique et présente un aplatissement régulier, alors elle a la forme de celle de Laplace-Gauss. Si la courbe est symétrique, mais l'aplatissement mais il est plus aplati ou moins aplati que celle de Laplace-Gauss, on conclut qu'il n'est pas normal. Donc voilà pour la normalité. Il faut envisager à la fois la symétrie et l'aplatissement. Et que la courbe obtenue, la courbe empirique, doit à la fois être symétrique et présente un aplatissement régulier. Voici les prérequis concernant la statistique descriptive. Pour la théorie de l'échantillonnage, on verra la semaine prochaine ou dans une deuxième conséquence vidéo le jargon que vous devrez maîtriser avant de passer à l'économétrie. Il s'agit en particulier de l'échantillon aléatoire, le principe de l'estimation avec l'estimation ponctuelle et l'estimation par intervalle de confiance, et aussi l'inférence statistique. On termine par les tests d'hypothèse classiques. Et les tests, vous l'avez déjà vu en S3, il s'agit des tests bilatérales et des tests unilatérales à gauche et des tests unilatérales à droite. Et on termine après par les lois statistiques continues et l'utilisation des tables statistiques. Merci et bonne journée.